C'est un endroit où on ne sait donner du regard. Il y a tellement de merveilles à admirer, où le vert écarlate des prairies d'estive répond au bleu profond des lacs d'altitude. Nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, dans le Néouviel, plus précisément dans la vallée d'Aure. Or, A-U-R-E. Mais on pourrait l'écrire différemment, tant les paysages ici sont précieux. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le rôle du Parc national des Pyrénées dans la protection de cet espace, comment les femmes et les hommes de ce pays vivent leur passion pour la montagne, dans quelles conditions a été créé ici le plus grand complexe hydroélectrique des Pyrénées. Ouvrez grand les yeux, il va y avoir du spectacle. Cap sur la réserve naturelle du Néouviel. En montagne, les plus belles sensations se gagnent à la force du mollet, pas après pas. Les distances se calculent en heures, non en kilomètres. On change d'espace-temps, on vit une aventure. On ne peut rêver meilleur guide pour découvrir la réserve du Néouviel que David Rouanet, garde-moniteur au Parc national des Pyrénées. Voilà Eric, on est arrivé au cœur de la réserve du Néouviel, la laquette inférieure. Laquette, c'est petit lac en fait. Tout à fait. Ah, c'est vraiment un paysage marquant de cette réserve. Qu'est-ce qu'on a en face de nous? Alors en face de nous, on a le massif du Néouviel avec le pic du Ramoun qui se distingue à travers ciel. Et, il fait combien lui le pic? Il est un peu plus de 3000 mètres. Ouais, c'est un des pics qui monte à 3000 mètres dans la réserve. On est en haute montagne, ça veut dire ça? Tout à fait, ouais. La formation des Pyrénées, c'est d'abord une histoire de chaleur. Le chaud intense des remontées de magma des profondeurs de la Terre il y a 300 millions d'années. Puis plus tard, la mer version Caraïbes et coraux recouvrant ces espaces. Enfin, le soulèvement des roches avec la collision brutale des plaques ibériques et européennes. Après le chaud, le froid. Car dans cette partie centrale des Pyrénées, ce sont les glaciers qui ont modelé, il y a 2,5 millions d'années, les paysages que nous voyons. Eric, c'est là tu vois, où le terme de Néouviel prend toute sa signification, puisqu'en occitan, Néouviel veut dire vieille neige. Ah oui. Et historiquement, il y avait ici la présence de glaciers. Les Pyrénées, je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est la plus grande densité lacustre de tous les massifs européens. Il y en a plus de 2000, probablement plus. On les doit tous aux glaciers? Essentiellement, effectivement, à l'activité glaciaire, puisque c'est elle qui a façonné le paysage. Comme ici, on peut voir que le dépôt morainique a créé un véritable barrage naturel où s'est installé derrière le lac d'Aumar. C'est-à-dire que ces pierres-là, arrivées au fond, elles retiennent l'eau et du coup, l'eau s'accumule. L'eau donc est stoppée, reste accumulée à cet endroit et comme le socle est un socle granitique, l'eau ne peut pas percoler, donc reste sur place, d'où la création de ces lacs. Créée en 1936, la réserve naturelle du Néouviel a été l'une des toutes premières en France. Gérée depuis 1978 par le Parc national des Pyrénées, c'est un territoire fragile, d'une richesse inouïe. Est-ce qu'il y a de la vie dans ces lacs glaciaires? Il y a déjà du poisson, il y a de la truite fario qui fait le bonheur des pêcheurs. Dans ces lacs, donc des poissons, mais est-ce que c'est la seule forme de vie qu'il y a? Disons que pour qu'il y ait du poisson, il faut qu'il y ait de la nourriture. Donc il y a aussi notamment des plantes, notamment des plantes aquatiques. Et alors ici sur le site, on a la présence de la subulaire aquatique, une plante qui n'est pas du tout connue du grand public, mais qui a son importance, elle est classée espèce protégée et est très surveillée. On a peut-être du mal à saisir l'intérêt qu'il y a à protéger une planque aquatique qu'on ne voit pas. Ça a un sens?
Par définition, oui, si elle est présente, c'est qu'elle a son importance et qu'elle fait partie du maillon de la chaîne alimentaire. Donc rien que pour ça, elle a son importance, c'est vrai. Je suis en train de chercher un petit animal. Je ne sais pas si on va avoir la chance de le trouver. Hop, regarde. Voilà le procte des Pyrénées. Un petit triton aquatique, une espèce endémique de la chaîne des Pyrénées qu'on trouve sur le versant français et espagnol et qui évolue dans ce genre de milieu. Des petits cours d'eau bien oxygénés. Endémique, qu'est-ce que ça signifie? Alors endémique, ça veut dire que c'est une espèce que l'on ne trouve que sur un territoire restreint, en l'occurrence là les Pyrénées. En gros entre 1000 et 2500 mètres d'altitude. Avec les marmottes, l'isard, c'est quand même un peu l'animal roi emblématique du parc national. Oui, d'ailleurs, nous, nos limites du parc, c'est une tête d'isard rouge sur fond blanc. Donc c'est vraiment l'emblème du parc national des Pyrénées, effectivement. L'isard, il faut préciser, à la fin des années 50, il était en voie d'extinction. C'est vraiment grâce à l'action du parc national des Pyrénées qu'il a été sauvé. Quand le parc l'a pris en charge, il restait une poignée d'isards. Et au dernier comptage, on en a répertorié plus d'une centaine. Aujourd'hui, l'espèce est sauvée, on en est sûr. Disons que c'est sur un bon élan et souhaitons que ça continue. Il y a d'autres animaux, peut-être que le public connaît moins. Il y en a notamment un assez étonnant, il s'appelle le grand tétras. Le grand tétras, oui, ou coq de bruyère. C'est un animal typiquement forestier qu'on va trouver toute l'année, été comme hiver. Il peuple les zones de pinède. C'est un animal qui est quasi impossible à voir pour le grand public. Il est effectivement très discret, ouais. Il est souvent branché à milieu forestier. Donc la meilleure période pour le voir, c'est effectivement le mois de mai, c'est la période de reproduction. Il parade et il émet un son assez particulier. Le chant du grand tétras est assez amusant parce qu'il finit par le bruit d'un bouchon qu'on retire d'une bouteille. Donc c'est quand même assez caractéristique, quoi. Ce travail de protection, tu sens qu'il passe de plus en plus par rapport aux gens qui viennent dans cet endroit? Oui, les gens sont demandeurs. C'est vrai que c'est un lieu de passage touristique. Mais les gens qui viennent dans ce genre de milieu sont généralement très demandeurs. Et ils viennent vers nous justement pour avoir quelques compléments au sujet des montagnes qui les entourent. Est-ce que tu as conscience, David, que tu fais un métier qui fait rêver vraiment beaucoup de gens? Rêver, oui, c'est vraiment le mot qui me vient en tête quand on parle de mon travail. C'est vrai que c'est un métier passion quelque part et très heureux de le faire dans ce milieu qui nous entoure. Pour vivre ici, les hommes ont dû profiter des ressources de ce territoire, notamment l'eau. Depuis toujours, en bas dans les vallées, les moulins utilisent la force des gaves. Mais à la fin du 19e siècle, les ingénieurs vont avoir une idée. Et si on allait à la source, tout là-haut? Sur le papier, le principe est très simple, construire des barrages pour augmenter la capacité de stockage de ces lacs naturels. À l'origine, c'était surtout pour l'agriculture. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les besoins vont changer de nature. Il faut de l'électricité. Ces montagnes vont alors être le théâtre d'une aventure technique et humaine hors du commun. Voici, saisissant de beauté et de démesure à plus de 2000 mètres d'altitude, Cap de Long, le plus impressionnant des barrages des Pyrénées. Un ouvrage d'art pharaonique posé au milieu des montagnes. Hervé, ce barrage de Cap de Long donne le vertige et pas seulement à cause de son altitude. Oui, le barrage fait environ 100 mètres de haut, 30 mètres à sa base. Il stocke à peu près 67 millions de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 27 000 piscines olympiques. Il a été construit avec l'équivalent de 42 000 toupies à béton. Et il a été construit à une altitude de 2200 mètres d'altitude. On a du mal à prendre la mesure de cette avalanche de chiffres. Vous, c'est vraiment un ouvrage qui vous impressionne? Oui, à exploiter, c'est un des plus gros barrages des Pyrénées. C'est vraiment très impressionnant, surtout quand on se dit que tout ça a été construit à une telle altitude. 67 millions de mètres cubes d'eau, ça a une pression phénoménale. Comment on fait, quand on est ingénieur, pour dire que ça doit résister?
Donc le barrage a une forme de voûte, exactement comme dans les cathédrales. Donc la voûte permet de récupérer les efforts et c'est la montagne qui tient le barrage et qui permet d'accumuler tous les efforts. Quand on regarde la réserve d'eau, en fait, on ne la voit pas en entier parce qu'elle continue derrière. Oui, en fait, ça a une forme de haricot et ça continue environ sur 2,5 km. Un barrage comme celui-ci, pour résister, ça ne bouge pas du tout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, le barrage il se déforme en fonction de la pression de l'eau à l'amont, de la température, du soleil qui tape sur la voûte. Et du coup, il se déplace de quelques millimètres. Et ces déplacements sont en permanence surveillés par l'exploitant grâce à des pendules qui sont à l'intérieur du barrage et qui permettent de voir les déplacements de cette voûte. Et en temps réel aussi, on a des caméras qui nous permettent de voir à tout moment comment vit le barrage. Par exemple, en cas de séisme, on peut voir instantanément comment vit le barrage, les déplacements relatifs et stocker ces données pour voir la vie du barrage. Grâce à Hervé, nous allons découvrir un endroit que les visiteurs ne voient jamais. La partie cachée du barrage, les coulisses, les entrailles. Nous voici au pied du colosse de béton. On va s'arrêter là, Eric, puisque nous sommes dans une galerie d'accès qui fait à peu près 1 km de long. Il nous faudrait 30 minutes pour rejoindre le bout. Et elle nous permet d'accéder vraiment sous le réservoir, sous le lac de Cap-Delon. Elle a été creusée il y a environ 60 ans à main d'homme. Il faut comprendre que le réseau mis en place dans ces années-là est absolument incroyable. Racontez-nous ce que vous appelez la cueillette de l'eau. Il y a 60 ans, les hommes ont eu l'idée ingénieuse de récolter toute l'eau de différentes vallées avec une trentaine de prises d'eau, une quarantaine de kilomètres de galeries qui ont été creusées à la main. Il n'y avait pas les moyens qu'il y a actuellement. Et toute cette eau-là, en fait, c'est pour récupérer pendant la fonte des neiges dans différentes vallées toute l'eau et la stocker dans le Cap-Delon et pouvoir la turbiner en un seul endroit unique, produire de l'électricité à l'usine de Pranières qui est dans la vallée du Gave de Pau. Mais Pranières, Cap-Delon, c'est très loin. Comme vous le dites, ce n'est pas la même vallée. Comment on rejoint les deux? Ils ont creusé à l'époque 10 km de galeries dans la montagne, des galeries, des conduites forcées, donc des tuyaux à flanc de montagne pour pouvoir turbiner cette eau-là dans une autre vallée. Quand vous survolez en hélicoptère, là, on voit très bien comme ça ce maillage. Franchement, il est quand même assez étonnant. Oui, c'est un des aménagements hydroélectriques les plus complexes qui ait jamais été inventé. Il y a 60 ans, quand les anciens sont arrivés et ont eu cette idée-là, c'est vraiment très ingénieux de leur part. Et après, le chantier qui a suivi est considérable. La construction de ce barrage a bien sûr été une fantastique aventure technique. À partir de 1950, on installe ici un dispositif titanesque, une usine à béton, des grues gigantesques. On concasse, on broie sur place des agrégats. Mais le plus impressionnant reste la dimension humaine de cette épopée. Combien d'hommes ont été mobilisés sur ce chantier, Alexandre? Ici, sur Cap-Delon, il y a eu, en temps de pointe, à peu près 1000 personnes. Tandis que de l'autre côté, dans la vallée des Gaves, ça a pu aller en pointe jusqu'à 3000 personnes. Où est-ce qu'on les a trouvés, ces ouvriers? Alors, principalement, ils viennent de la vallée. C'est des gens du cru. Bien évidemment, avec la proximité de l'Espagne, on a eu, après la guerre d'Espagne, pas mal de républicains qui ont vu une opportunité de survivre grâce au chantier. On a aussi des arrivages des colonies, donc pas mal d'Algériens qui étaient français à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Raconte-nous un peu les conditions de travail. Je pense qu'on a du mal à s'imaginer. Chantier en altitude, donc hors norme. On ne peut pas travailler toute l'année sur ce site. C'est de mai à septembre, il y a des campagnes. Et la première opération qu'on fait quand on arrive ici, justement, avant d'arriver, c'est le déneigement. Et ça, c'est pas une mince affaire. Il faut savoir qu'ici, il y a plusieurs mètres de neige. La route est perdue sous la neige. Et en plus de ça, une fois qu'on a déneigé, il faut enlever des gros rochers qui se sont effondrés avec la moitié des collines, en fait. Donc le seul moyen, c'était de récupérer une ribambelle de mulets et de les faire grimper sur des pentes qui sont, là on est à 2160 mètres. C'est vraiment le seul instrument qui permet d'acheminer le matériel ici sur les hauteurs. Quelles conséquences ça va avoir pour ces vallées, ce chantier gigantesque?
qu'on va passer du pastoralisme véritablement à une ère industrielle. C'est comme si on sortait du Moyen-Âge pour arriver directement dans une époque contemporaine pour les vallées. Il faut savoir ici, déjà l'arrivée de toutes ces personnes, ça va stimuler les commerces, on va fabriquer des hôtels et on va vraiment fonctionner à plein régime et ça va représenter une manne financière colossale parce que les gens qui gagnent leur paye, ils vont la dépenser dans les commerces. Donc ça, c'est vraiment, ça va booster vraiment l'économie locale. Il faut quand même resituer l'époque. On est après la Seconde Guerre mondiale, le pays est par terre et la France, clairement, elle a besoin de s'affranchir au niveau énergétique. Et l'hydroélectricité, la houille blanche, va représenter une ressource de premier plan pour la France. Nous quittons maintenant le massif du Néouviel pour partir vers les hauts sommets situés à l'extrémité de la vallée d'Or, cap plein sud. C'est quoi le programme, Didier? Ben là, je vais t'offrir quelque chose d'exceptionnel. Tu vois, on va monter à Baroude, refuge de Baroude, qui est dominé par la muraille de Baroude et qui fait 600 mètres de hauteur. Et là, on a 1000 mètres de dénivelé à faire pour y arriver. Ah oui, c'est une bonne marche quand même. Ah, tu auras bien 3 bonnes heures quand même. Ouais, tu vas avoir un peu mal aux jambes quand tu vas arriver. On est encore dans le parc national des Pyrénées là? Pas encore. On va rentrer le parc national des Pyrénées un peu plus loin. Il y a une petite passerelle. On rentrera sur la rive gauche. Et là, tu auras le parc national des Pyrénées. Voilà. Les paysages n'ont rien à voir avec la réserve de Néouviel. Ouais, totalement différent. Sur cette partie basse, tu as vu, c'est une forêt de feuillus avec quelques sapins. Bon, c'est un milieu qui est moins sec que le Néouviel, et puis c'est un milieu calcaire, alors que le Néouviel, c'est du granit, quoi. Garde-moniteur au parc national des Pyrénées, Didier connaît d'autant mieux ces espaces que c'est un enfant du pays. Tu vois, quand j'étais petit, la première fois que je suis arrivé là, et je croyais qu'il n'y avait plus rien, tu vois, qu'il y avait la montagne, que c'était fermé, qu'il n'y avait plus rien derrière. Quand tu es petit, tu ne comprends pas, la première transhumance. Et quand je vois ce chemin, je lui dis à mon père, mais où c'est qu'il va ce chemin? Et il me dit, il va en Espagne. Ah, en Espagne? En Espagne, je lui dis, mais en Espagne, où c'est que c'est? Il me dit, mais c'est juste derrière la crête là. Et c'était la première fois que je venais, donc tu vois, je ne connaissais pas. Et puis après, je me suis aperçu au fil du temps que ce chemin, il avait toujours existé au temps des Romains, et puis il a existé pour l'extraction du minerai, du plomb argentifère. Et voilà, c'était un chemin muletier, il descendait le minerai ici dans la vallée, et donc après ils l'ont élargi pour amener le minerai de l'Espagne pour le descendre aussi en Vallée d'Or. Et voilà, donc il y a toujours eu une vie, quoi. Attention, il aime les mollets, celui-là. Il aime les mollets, alors je fais gaffe. Je plaisante. Bonjour les filles. Ça va bien? Ça va? Ouais, venez. Wesh, venez. On va leur donner du sel. Je suis allé les regarder, on va leur donner du sel. Venez. Durant tout l'été, Delphine garde les troupeaux de plusieurs éleveurs, notamment les 8 vaches familiales de Didier, qui a ramené un peu de sel pour ses bêtes, un fortifiant naturel utilisé depuis la nuit des temps. Toi, tu es là pendant la durée des estives, tu vis ici? En octobre. Ouais. Oui. Et je suis là pour surveiller que tout le monde va bien. Et alors, tout le monde va bien? Tout le monde va bien. T'as pas le temps de t'ennuyer, entre les vaches à surveiller, t'occuper un peu de la cabane, faire la sieste, parce qu'au final, ça crève quand même de marcher comme ça tout le temps. Puis tu fais d'autres choses du coup à côté. Parce qu'en fait, tu restes pas statique tout le temps. Non. J'ai 300 vaches au total. Ah oui. Là au fond, j'ai un troupeau. J'en ai 2 autres au fond. J'en ai là-haut et j'en ai là. Et du coup, il faut que je fasse le tour tous les jours. L'agropastoralisme, ça a réellement sa place ici. Ça a toujours eu sa place, parce que c'est vrai que le pastoralisme, regarde, il existe depuis plus de 4000 ans.
Donc sans pastoralisme, la biodiversité et les montagnes ne seraient pas ce qu'elles sont à l'heure actuelle. Le fait que les bêtes montent aux estives, qu'est-ce que ça a comme impact sur le paysage qu'on a autour de nous? Le paysage, déjà, ça limite les ligneux et la forêt, donc la forêt va rester plus basse. Et après, au niveau de la flore et de la végétation, il va y avoir une biodiversité qui va être quand même plus importante. Ça signifie que l'activité humaine, elle a vraiment sa place aussi dans l'équilibre de ce territoire. L'homme fait partie, est né dans cette terre, quoi. Il est arrivé comme les animaux, donc quelque part il fallait qu'il fasse sa place. Donc il a défriché, il a fallu qu'il vive, qu'il mange, qu'il se nourrisse, quoi. Donc quelque part, lui, c'était ça, c'était exploiter le milieu, donc c'était couper des forêts pour pouvoir cultiver et puis mettre le bétail en montagne. Et voilà, ça s'est développé comme ça, quoi. Ça c'est la nature, donc on fait partie de la nature nous aussi, hein, quelque part. Tu viens là pour ton travail ou pour le plaisir personnel? Franchement, toi, tu ressens quoi là quand tu viens là, que tu vois ces couleurs? Ouais, t'as toujours envie, quoi. Tu fais le vide et puis voilà, c'est la liberté. T'es bien là. T'es bien, t'es toujours bien ici. T'as envie d'y revenir tout le temps. C'est quelque chose qui peut te manquer, quoi, à la longue. C'est une drogue. Ça y est, Eric, tu vois, on est arrivé, ça y est. La muraille de Baroude, tu vois, façonnée par les glaciers, avec ses arêtes en chenilles qui descendent du pic de Troumouze, 3100 mètres d'altitude. C'est imposant, on a du mal à en prendre les dimensions presque. Hein. Ouais, mais là, tu as 500-600 mètres dénivelés, quoi. C'est moins connu que Gavarnie. Ouais, moins connu que Gavarnie, mais pour moi, tout aussi beau. On est à quelle altitude, là? Mais ici, tu as 2400 mètres d'altitude. Et tu vois, tu penserais qu'il n'y a plus personne, qu'il n'y a plus d'hommes, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de vie. Puis si tu vas un peu plus loin, il y a un refuge, le refuge de Baroude, avec les gardiens du refuge. Et ça, c'est important pour tout le monde, quoi. Pour les hommes, pour le tourisme, pour tout le monde, quoi. Passer une nuit dans ce décor, au refuge de Baroude, ne s'oublie jamais. Pour le site, bien sûr, mais aussi, mais surtout, pour Éric et Rosen, les gardiens, des montagnards originaires de Bretagne. Ça fait combien de temps, en fait, que vous êtes gardien ici? Alors, ça va faire 9 ans. 9 ans. Daphné a 7 ans, ça fait sa 8e saison. Donc, elle connaît bien la maison, elle connaît bien le métier. Elle nous a toujours aidés voilà, dans le travail du refuge. Hein. Alors, que je comprenne, vous passez pas toute l'année ici, parce que là, l'hiver... Alors ça, c'est pas possible. Non, l'hiver, il fait moins 11 degrés et moins de 2 dans le refuge. Non, on ouvre souvent vers la fin mai, parce que là, la neige déjà a beaucoup fondu, et puis bon, les beaux jours commencent à arriver. Et on va quand même rester jusqu'à la fermeture de la pêche des lacs, c'est-à-dire vers le début octobre. Comment ça vient, l'envie de devenir gardien de refuge? On voulait vivre en montagne et être acteur. Hein. On voulait faire quelque chose, pas seulement habiter au pied des montagnes et puis faire un métier. On voulait vraiment faire partie je dirais, toute cette grande famille, des bergers, des guides, des accompagnateurs. Et pourquoi? Et voilà. Nos parents nous ont emmenés en montagne tous les étés. On était rarement à la mer puisque la mer, on l'avait le reste de l'année. Et puis, voilà, petit à petit, on a fait notre petit chemin. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, on était en Bretagne, on s'est dit, ça va être plus facile d'y habiter et d'y travailler en y étant sur place. Les gens qui viennent là, ils ont hâte de vous voir, non, pour certains, parce qu'on est content là d'être là après la montée. Ouais, oui. Ah, oui. Et je dirais de plus en plus, on a quand même de plus en plus de gens qui découvrent. Ce sont des citadins qui ont envie de venir dans cet espace naturel
Et donc ils découvrent, et bon, ils peuvent très bien arriver pour certains en short et en t-shirt, c'est tout. Donc ils ont froid, donc ils rentrent, ils veulent boire quelque chose de chaud, et c'est vrai qu'on a... Là, on a un rôle quand même qui est assez important, c'est de leur expliquer, de leur transmettre. C'est pas comme un autre. Ouais, ils ont du mal à comprendre que, ben voilà, qu'on vit ici pendant plusieurs mois de l'année et qu'on est complètement isolé. Certains sont persuadés qu'on arrive et qu'on repart en hélico tous les jours ou choses comme ça. Ou qu'on a une voiture qui est cachée derrière. Là, voilà. Alors que quand il faut aller chercher quelque chose, c'est 3h30 de descente, 3h30 de montée, quoi. Voilà, enfin on va un peu plus vite, on a oui, l'habitude. Oui, vous avez le pied montagnard, voilà. Mais c'est ça exactement. Bon allez, on va passer à table, il y a quoi ce soir à manger? Un petit plat d'agneau du pays, ensuite soupe de légumes. Un dicton pyrénéen dit que les lacs sont aux montagnes ce qu'un collier est à une jolie femme. Ils en rehaussent le charme et l'éclat. Le dicton dit vrai. Ces sommets provoquent chez le visiteur une sensation d'altitude, mais plus encore un sentiment d'élévation. Et à la fin de l'aventure, on n'a pas envie de mettre un point final, juste des points de suspension pour que ça continue.